Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Et voilà donc, après un petit problème technique, de retour sur les berges de Liane dans le cadre de l'assaut des berges organisé par la ville de Boulogne-sur-Mer. On se retrouve au stand du DSU qui fait le tour des berges sans bouger, que les gens viennent à nous. Donc c'est un nouveau concept du voyage. Voilà, c'est le voyage immobile, les gens viennent. Et on fait néanmoins de belles rencontres. Et justement, pour parler d'une belle rencontre, Adrien Fachon, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Et justement, Adrien va nous parler d'un sujet qui est actuel. En fin de compte, on parle beaucoup de plus en plus des tiers-lieux. Donc nous expliquer un peu ce que c'est qu'un tiers-lieu, mais voilà, tout ce qui s'y dégage autour, parce que ce n'est pas qu'un lieu, justement, le tiers-lieu. Et aussi plus particulièrement d'un tiers-lieu qui est à Boulogne-sur-Mer, au passage Chiblequin, donc ce qu'on appelle le Synapse, pour nous dévoiler un peu ce qu'on y fait. Donc Adrien, ma première question, je pense que tu t'y attendais un peu. Un tiers-lieu, c'est quoi? Bon, ouais, c'est un endroit, mais c'est pas qu'un local. Alors c'est la question toujours un peu pas facile pour commencer. Ah bah oui, non, on est dans le dur tout de suite, Adrien. Alors, il n'y a pas forcément de définition communément admise de ce qu'est un tiers-lieu, on va dire. Il y a eu une première conceptualisation qui vient des États-Unis dans les années 70-80, où est-ce qu'on parlait d'un lieu tiers en considérant qu'on a deux lieux principaux, la maison, son domicile et son espace de travail. Et l'idée, c'était d'essayer de développer un troisième lieu, un tiers-lieu, dans lequel on va pouvoir essayer de réunir des gens et de développer des choses dedans. Mais c'est pas forcément une définition maintenant qui colle. On va dire il y a autant de tiers-lieux que de personnes qui le font. Et nous, en tout cas, au niveau du Synapse et de l'association DSU, on se rapproche d'une définition qui est portée par le réseau Tilios, le réseau des tiers-lieux libres et open source, qui est que on ne définit pas un tiers-lieu par ce qu'on en dit, mais par ce qu'on y fait. Et c'est plus facile en expliquant la vocation du lieu qui existe de conceptualiser la notion de tiers-lieu. Ouais, mais en fin de compte, on parle de tiers-lieu, on a l'impression que c'est quelque chose de très récent, c'est une vague, il y a une communication, mais en fin de compte, tu parles des années 70, donc ça date un peu quand même. Tout à fait. C'est pas tellement novateur. C'est pas tellement novateur, mais c'est plus, on va dire, de poser ou de tenter de poser une définition sociologique qui là va être un petit peu novateur. Et maintenant, c'est vrai qu'on entend parler énormément de tiers-lieux, en tout cas physiques. Mais il faut se dire que dans sa définition, Wikipédia peut être considéré comme un tiers-lieu. Oui, donc en fin de compte, le tiers-lieu n'est pas forcément qu'un local où il y a une porte, des fenêtres et une clé. Ça peut être aussi hébergé dans le web. Parce que là, tu parlais aussi des open source, du libre. On a eu Jérémy Duhamel hier qui nous a parlé un peu du libre. Donc mais c'est quoi alors, en fin de compte, ce tiers-lieu que tu mettrais la définition justement du Synapse, du tiers-lieu libre et open, c'est ce qu'on y fait. Mais c'est en quoi ça différencie d'un tiers-lieu peut-être plutôt classique C'est, on va dire, l'ouverture et l'ouverture de ce lieu à tout type de personnes, tout type de population, peu importe le milieu, l'origine géographique, etc. Ça va être cette ouverture-là. On est parfois souvent dans des tiers-lieux ou des espaces tiers, où est-ce qu'on va être dans des Fab Labs, où est-ce qu'on va être dans des Repair Cafés. Parce que c'est vachement connecté le tiers-lieu au numérique. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est un tiers-lieu doit obligatoirement avoir une section numérique ou pas du tout? Non, pas forcément. On va dire dans sa configuration, ou en tout cas dans la définition qui est portée par le réseau Tilios, on est dans un espace dans lequel vont se réunir des personnes qui d'habitude ne se croiseraient pas forcément, venant d'horizons différentes, voire même contradictoires. Et cette notion en fait là de tiers-lieu, c'est que ces personnes peuvent se réunir dans un espace physique ou numérique, et ça va être avec l'aide de facilitateurs. Ça peut être une personne qui est facilitatrice ou une structure et qui va justement aider à accueillir ces personnes-là, à faire en sorte que ces personnes qui ne sont pas de mêmes horizons vont pouvoir déjà côtoyer, partager un lieu, partager du commun. Ensuite, pourquoi pas partager de la ressource commune, autre que le lieu. Et puis, pourquoi pas se développer une culture commune, travailler sur des projets communs. Et après, le Graal, on va dire, du lieu, c'est que ces personnes-là dépassent leurs intérêts personnels pour travailler ensemble sur une cause commune.
Là, on est vraiment dans cette notion de définition. Oui, alors c'est un peu toujours la métaphore que prend Jérémy sur la fameuse recette des cookies. On est recette des cookies de grand-mère, mais on peut l'améliorer en y apportant chacun quelque chose. Mais c'est pour en faire un grand goûter pour tout le monde, en quelque sorte. Dépasser, mais ça rejoint vachement le milieu associatif quand même, parce que le milieu associatif, c'est des gens qui se regroupent pour, pas forcément défendre, mais pour travailler autour d'une cause commune, alors une cause, un projet ou un sport ou une passion. Par contre, le tiers-lieu, la vie associative, quelque part, il y a un peu de cousinage. Totalement. Il y a du cousinage, et notamment que ça soit également dans les modes de gouvernance, l'ouverture, l'accessibilité de l'association, etc. Ouais, on est clairement dedans. Là, peut-être des différences qu'on peut évoquer, ou pas forcément pour tous les types d'associations, mais c'est que beaucoup de tiers-lieux, ou en tout cas ont pour vocation à essayer d'être sur des financements qui vont être hybrides, un peu à la manière également dont ces lieux qui réunissent des personnes d'horizons différents vont être également du coup hybrides, parce que venant d'horizons différentes, le tiers-lieu va essayer également de se structurer, de se développer autrement. On est à la fois sur une association, sur une coopérative, on est sur des modes de fonctionnement qui sont adaptés en fait aux besoins de chacun. En fin de compte, le tiers-lieu, c'est de la couture, ça va s'adapter au corps de ce que l'on veut prendre, mais ça peut aussi très vite changer si le besoin se fait sentir. On n'est pas bloqué dans un système. Exactement. Parce que ça reste quelque chose d'ouvert, un peu comme disait Jérémy. Il faut juste toucher au code, le code est libre et ouvert, et après on s'adapte. Exactement. Et au Synapse, au passage Chiblequin, donc 11-13 passage Chiblequin, le Synapse, on y fait quoi dans ce tiers-lieu un peu libre et open? Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut y faire pas mal de choses. Donc déjà, il y a ce côté un petit peu... on peut y accéder pour des services ou des ressources numériques. On peut venir utiliser l'ordinateur en libre service ou demander à être accompagné, découvrir un peu les sciences, les nouvelles technologies, découvrir le libre, notamment par exemple avec Jérémy. On peut également se former, qu'on soit une association, un habitant ou un entrepreneur. Je peux peut-être venir chercher de la ressource autour du numérique ou autour de la gestion de projet, des choses comme ça. Je peux venir chercher de la ressource. Et puis après, à côté de ça, il y a aussi tout un ensemble de pôles, de services qui se sont structurés. Ça peut être des services qui sont aussi bien portés par les salariés de l'association que par des bénévoles ou des usagers, des gens qui viennent graviter. Et donc, ça peut être des services autour de la santé, des ateliers cuisine, du bien-être, la fabrication de produits. Je suis jeune, je peux venir, par exemple, chercher de la ressource autour du service civique, du BAFA, du permis. Je peux venir aussi exprimer des choses. Ça va pas dans ma vie, j'ai besoin d'un coup de main, ou moi ça va dans ma vie et j'ai envie de partager des choses. On peut également venir y apporter ses compétences. Moi par exemple, je sais coudre et du coup j'ai envie de partager mon savoir, et du coup je peux venir l'apporter. Et c'est ça qui est intéressant dans ce lieu-là, c'est qu'on peut distinguer, on va dire principalement, j'aime pas fermer les choses, mais 3 types, on va dire, de rôles et postures. Le posture un peu du salarié facilitateur, la posture du bénévole et la posture de l'usager. Où est-ce qu'il va y avoir des intérêts, des vocations différentes. Mais ce qui est génial à travers le tiers-lieu et notamment au Synapse, c'est que cette posture-là peut s'interchanger. C'est-à-dire que moi, salarié, j'ai des compétences autour du numérique. Mais par exemple, quand j'ai fait l'initiation à la couture, où est-ce que j'ai cousu mon portefeuille, etc., là, j'avais ma posture, moi, de salarié avec des compétences qui étaient mises de côté et j'étais venu chercher quelque chose. Ouais. Et la personne qui, elle, peut devenir aussi facilitatrice. Moi, je suis à l'aise avec la couture, je veux bien accompagner des gens dans développer leur activité. Et d'un coup, cette personne-là qui est bénévole parce qu'elle propose des choses, va passer à une posture plus facilitatrice, aider. Et ça rejoint ce que tu peux dire. On peut ici trouver aussi ce qu'on appelle de l'éducation populaire, où chacun s'éduque par le monde. Voilà, si on prend Paulo Frère. Et enfin, ce que tu expliques, c'est un peu ça, je trouve. Tout à fait. C'est qu'en fin de compte, c'est une somme de savoir permet à chacun d'aller plus loin. Ce que disait un ancien collègue, la route est longue, mais il n'y a personne sur la route, c'est pas grave, on pourra avancer. Puis il y a plusieurs chemins pour y arriver. C'est un peu ça quand même, quelque part. Totalement. Donc en fin de compte, le tiers-lieu, qu'on a l'impression que ça soit quelque chose de très, très nouveau. Là, tu parles des années 70. Ce que tu expliques, ça rejoint fortement, je trouve, l'éducation populaire. Par exemple, si on prend Paulo Frère, pédagogie opprimée, 74, 70, 74, il y a quelque chose qui est né de l'après 68 en disant, à un moment donné, il faut que chacun contribue.
Parce que là, tu parles de gens, en fin de compte, d'un projet, un lieu. Tu parles d'usagers que tu n'aimes pas classer. En fin de compte, on est tous contributeurs, parce que souvent, c'est un terme que tu emploies. Et pourquoi c'est si important d'avoir cette notion de contribution ou d'être contributeur, pas bénéficiaire, pas usager, mais contributeur, ça renvoie à autre chose. Je pense qu'il y a toute une philosophie sur cette notion de contribution, de partage, du savoir commun. C'est ça, exactement. Bah déjà, moi, je trouve par définition, le mot de bénéficiaire, usager ou autre va plus ou moins nous enfermer dans une posture ou dans un rôle. On est usager, donc on fait juste usage. Ou en tout cas, peut, à travers notre propre définition du mot, nous enfermer, même si on ne cherche pas à nous enfermer globalement, mais on peut s'enfermer soi-même dedans. Et la notion de contributeur, c'est vrai, contribuer à. Et donc, je peux très bien venir chercher quelque chose, mais également avoir envie d'en donner. Et ça, c'est pas... Je trouve que du coup, la notion de contributeur, du coup, est assez intéressante parce qu'elle laisse cette liberté de prendre et de donner. Ce que tu disais, on peut switcher d'une position à l'autre. Je suis bon en informatique, mais nul en couture. Mais moi, je suis nul en informatique et bon en couture. À un moment donné, ça va matcher. C'est un peu ça. C'est que toutes les postures, on est en fin de compte. Ce que tu veux dire aussi dans un tiers-lieu, la possibilité, c'est qu'on n'est pas figé ou catalogué ou on n'est pas dans une case. Ce que disait Madame Ingray déjà souvent en disant là, les gens sont incasables. Il faut jamais les mettre dans une case. Quelque part, le tiers-lieu répond aussi à cette incasabilité, je sais pas si ça se dit, mais de la personne. Exactement. On est entier. Exactement, de la personne et puis aussi que ça soit vraiment comme tu dis, de la personne et aussi du lieu de son arrivée sur un territoire donné avec ses ressources, ses forces, ses faiblesses également. Du coup, la notion de tiers-lieu, c'est aussi ça. Un lieu où tout est possible, que ça soit d'une manière collective, où est-ce que tout est finalement possible et on va s'évoluer, s'adapter aussi bien à ce que les personnes qui font le lieu et également à son territoire. Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui finalement rend le tiers-lieu intéressant parce que on n'arrive pas à le caser quelque part. Et c'est là aussi où est-ce qu'il y a tout ce travail-là pour garder cette identité-là. Ne pas chercher à fermer la notion de tiers-lieu ou à la rentrer dans une case, mais que laisser ce champ des possibles qui est ouvert à travers... Le tiers-lieu n'a pas de forme, n'a pas de contenance, c'est de la non-matière en étant de la matière, je sais ça, c'est un peu particulier ce que tu expliques quand même. C'est ça. Mais une question me vient, toi tu es salarié de la société, mais après parfois tu poses dans la posture du non-sachant et je viens chercher la compétence sur mon lieu de travail, qui est un peu marrant. Ouais. Comme il est, je suis un professionnel, mais je viens chercher aussi d'autres compétences par les rencontres que je fais, soit par les collègues, ou soit par les gens qui fréquentent la structure du SYNAP. C'est pas dur d'être salarié d'une structure comme ça où à un moment donné, je peux switcher d'une posture professionnelle à une posture de... Là, je sais pas, la couture, la machine à coudre, c'est pas trop dur. C'est pas une gymnastique de l'esprit qui... Je pense effectivement... Dur, non, je mettrai pas le mot dur dessus, mais qui nécessite quand même de pouvoir s'adapter. C'est vrai que... par essence, du coup, le lieu doit être ouvert, vivant, accessible. Et c'est vrai que du coup, alterner parfois ces casquettes-là peut être énergétiquement un peu fatigant, mais d'un autre côté aussi, ce qu'on peut y prendre vaut largement le coup. C'est plus de réussir à s'adapter à. mais en fin de compte, c'est une adaptation à tout moment, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir quelqu'un qui vient chercher de la ressource pour, je sais pas, comme tu dis, de la couture. Tout d'un coup, tu as quelqu'un qui vient chercher de la ressource pour ton chose, et puis tout d'un coup, c'est toi qui as besoin de la ressource. En fin de compte, tu es toujours dans l'adaptabilité. Donc, en fin de compte, c'est des situations qui sont jamais fixes. Non, c'est ça. Bon, après, est-ce que le fait de vivre en société, c'est toujours des choses figées? Je suis pas sûr, mais... Effectivement. Effectivement. Non, mais quand on parle de centres sociaux, tout ça, mais c'est bien faire société. Et ensemble... Et peut-être aussi dans un tiers-lieu, dire où j'ai de la ressource numérique, mais j'ai aussi de la ressource pour la jeunesse. À un moment donné, jeunes, moins jeunes, se côtoient dans un même espace. Et que tout ça contribue vraiment à faire avancer chacun. Aussi bien le professionnel que tu es, je pense. C'est ça. Parce que souvent on en parle, de l'apport des uns et des autres sur ta propre construction. Ouais. Je pense qu'on se construit professionnellement parlant et personnellement parlant aussi par la rencontre des gens. Ouais, totalement. Donc, qui est le prof de l'éducation populaire aussi, on avance tous ensemble. C'est ça, oui, non mais totalement. Et puis de toute façon, c'est inscrit dans
grandir et faire grandir ce côté, justement grandir parce que on peut accueillir l'autre et accueillir aussi dans toute sa personnalité, ses savoirs, aussi parfois ses travers, mais toute sa force de vie, ses compétences, ses savoirs, et faire grandir parce que parfois on a aussi ce rôle de transmettre et donner. Et c'est ce qui est intéressant, ces rencontres-là, mais c'est aussi le propre, je trouve, l'ADN du lieu, et que ce soit aussi du tiers-lieu, la notion de rencontre de personnes qui d'habitude ne se seraient pas rencontrées, voire même d'horizons contradictoires, elle est bien là, et je pense qu'on l'a. Ça a été inscrit dans notre ADN depuis le début, avec l'ouverture en 2015 du lieu, l'accueil de Antoine May, qui a développé sa première activité autour de l'impression 3D. 3D, oui. C'était très innovant, il n'avait pas encore de local, pas de choses. Nous, il n'y a pas de souci. Bien, on est là, on s'installe, tout a pour vocation à t'installer dans le même coin. On va partager le local pendant un bout de temps, hein. On va faire un bout de chemin ensemble. On fait un chemin, c'est vraiment le cheminement. C'est ça. Et en même temps, Antoine, du coup, nous a formés sur l'impression 3D, etc. Et avec qui, même une fois installé, on continuait. Quand des gens qui venaient pour la petite découverte, mais qui n'avaient pas forcément envie de donner de l'argent pour acheter une machine, etc., ils nous les envoyaient. Et quand nous, on avait des gens qui... justement, un niveau au-dessus, c'était la complémentarité. C'est ça. On avait notre petit écosystème. Et pareil pour... tous ces aspects aussi avec les jeunes, notamment tout à l'heure, tu parlais de la jeunesse avec l'accueil de Simon Sarrazin, Marion Rousseau en 2015-2016 sur l'expérimentation des coopératives jeunesse de service. Parce que pareil, beaucoup dans l'éducation populaire, dans cette notion de commun, de philosophie des communs, et comment partager ce lieu, partager ces moments de vie avec eux entrepreneurs, avec les jeunes, avec la coopérative, a fait que ça nous a également fait évoluer dans nos pratiques, dans la manière de concevoir le projet, la notion du libre, de l'agile, de l'adaptabilité. Et la vie est faite de rencontres. La vie est faite, mais voilà, s'adapter à ce mode de fonctionnement, ou même un contributeur ou quelqu'un qui voudrait fréquenter un peu le Synapse, c'est plus facile chez des jeunes personnes ou voilà, cette côté adaptabilité où voilà, un jeune s'adapte plus facilement que quelqu'un comme moi qui a ses habitudes, ses conceptions. Voilà, je m'adresse avant au professionnel, je cherche celui qui est en blouse blanche avant de m'adresser. Ouais. C'est plus facile pour un jeune de s'adapter à ce mode de fonctionnement, tant aussi bien qu'un salarié, que quelqu'un qui voudrait bénéficier des conseils du Synapse, ou c'est au contraire, il n'y a pas de différence, chacun s'adapte, c'est la façon d'être qui fait que ça s'adapte. Je vois pas forcément de différence remarquable entre guillemets. Effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui ont un peu plus cheminé dans la vie, ont peut-être parfois un peu moins de timidité à ouvrir la porte, franchir la porte. Mais justement, je pense qu'il y a ce côté aussi qui peut être un peu atypique, où est-ce que ça peut être un bénévole ou quelqu'un qui participe à l'atelier, qui vient apporter une première réponse. Enfin, bonjour, je vois le lieu, c'est quoi, qu'est-ce qu'on y fait ici? Là, regarde, on est en atelier, il y a aussi un petit peu de ça, un peu de ça. Si tu as envie de plus de renseignements, va voir Adrien ou Stéphanie ou Sandrine, ou va les voir. Du coup, il y a aussi ce côté, je suis accueilli par d'autres personnes qui... dans ma propre représentation du monde, sont plus ou moins au même niveau que moi. C'est pas forcément le salarié qui va détenir la réponse et qui va me l'apporter. Donc il y a aussi ce côté. Et puis je pense que là, dans un lieu comme ça, la réponse est dans le commun parce qu'on va pas chercher qu'une réponse. C'est ça. Tout ça. Adrien, voilà, on peut en parler encore longtemps. Donc très longtemps, on pourrait imaginer aussi des temps aussi autour de Tapas Débat s'il fallait en discuter du tiers-lieu. Mais voilà, si tu devais qualifier un tiers-lieu en 3 mots. Voilà, c'est peut-être une marque de fabrique de quelqu'un qui nous a formés un peu à la radio. Donc s'il nous entend, il va se reconnaître. Je n'aurais pas dire son nom, je n'aurais pas parlé d'Anthony, mais pour ne pas le citer. Non, mais voilà, je n'ai pas dit non, mais voilà, si tu devais définir ce que ça apporte le tiers-lieu, cette façon de travailler ou d'accueillir les gens en 3 mots, en évitant lieu, bien sûr. Du partage, énormément de partage. De la transmission également, parce que partager et transmettre, pas forcément, ça peut se ressembler, mais un petit peu différent. Et puis le mot, je pense aussi, peut-être famille également, mine de rien. Côté, il y a du lien qui se crée en fait. C'est ça, tout à fait. Voilà, on n'est plus que des anonymes, on est des personnes à part entière et pas à part. C'est exactement. C'est ça. Exactement. Merci Adrien. Donc on peut retrouver toutes les activités du Synapse au passage Ciblequin, au 11-13 passage Ciblequin. Tout à fait.
Il y a un Facebook, je On suppose. peut le suivre sur le Facebook de l'association DSU, Association DSU. Voilà. Par téléphone également, s'il y a besoin, 03 21 30 59 79. Ou également sur le site internet asso-du6dsu.fr. De toute façon, on peut toujours venir au passage Chiblequin, 11-13, on est accueilli. Il n'y a pas de rendez-vous forcément à prendre, sauf si, au moins pour une première découverte, après s'il faut travailler. C'est ça, voilà. Mais on peut juste y boire un café, je crois, c'est ça. Exactement. Et boire un café, discuter, bouquiner, se poser. Et on peut ramener un gâteau. Il y a pas, surtout, important. Alors là, c'est génial. D'accord, merci Adrien. Puis au plaisir de se retrouver au passage Chiblequin dans ce chariot de Synapse. Et on va continuer nos interviews des associations. Il y aura Cycléco. Et puis il y aura aussi une intervention de Laetitia Legris, qui est notre médiatrice santé, sur le pôle santé et comment mieux connaître le pôle santé et tous les accompagnements qu'il peut y avoir autour de la santé. Merci Adrien et à bientôt. Merci, à bientôt. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.